Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo assez particulière et assez spéciale puisqu'il s'agit de la 100e vidéo. Alors ça y est, on a enfin atteint ce stade. 100 vidéos, c'est quand même énorme. Donc en cumulant 600 abonnés, je suis vraiment super content. Avec presque 20 000 vues et quelques. Et je sais pas combien de commentaires ni de likes, mais voilà. Je voulais vous dire un très grand merci. Et voilà, donc cette vidéo très spéciale, puisque je ne suis pas seul, puisque nous allons faire, quand je dis bien nous, vous reconnaîtrez, nous allons faire un débat, une discussion autour de thèmes. Donc, bonsoir Istiar. Salut à tous. Et bonsoir Lucius du Savoir des Anneaux. Salut. Mon introduction était vraiment tout pourri, mais bon, voilà. Alors... Non, mais c'est normal, c'est bien. C'est normal, oui. Donc, on est ensemble pour une durée totalement indéterminée. Indéterminé. Voilà. Ça pourrait être très bien une demi-heure comme 4 heures. Non, on essaiera de... 4 heures avec le bêtisier. Voilà, avec le bêtisier, qui risque d'être assez chargé. Mais voilà, donc on est ensemble, comme je vous l'ai dit, pour une discussion, débat, comme vous voulez, en fait. Donc, en fait, voilà, vous l'aurez compris, hein, c'est en direct pour nous, mais c'est pas en direct pour vous. Au début, ça aurait été bien un live, mais par souci technique et d'organisation, ceci n'est pas possible. Alors, on va parler donc autour d'un programme que j'ai sous les yeux. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur la Talking Reading Day, donc 2017, donc qui s'est déroulé le 25 avril 2017, donc il y a 25 mars 2017. Donc les thèmes c'était sur les chants et les poésies dans les œuvres de Tolkien. Donc on va échanger nos passages préférés, nos poésies et chants préférés, et on débattra un petit peu de ça dans l'univers de la Terre du Milieu. Et je pense aussi qu'on fera aussi un parallèle assez court avec les travaux de Peter Jackson en ce qui concerne les chants et les poésies. Ensuite, j'ai fait une rubrique qui s'appelle à peu près En vrac, où en fait j'ai mis des trucs... un peu de tout. Un peu de tout. Vraiment en vrac. Ouais, voilà. Donc on essayera d'évoquer notre avis sur les nouvelles traductions. Un avis assez global. Ouais, c'est nul à chier, quoi, voilà. On y reviendra. Allez, on y reviendra. Essaye de ne pas m'interrompre, s'il te plaît, Estiar. Ensuite, on va débattre sur l'ombre de la guerre, donc la suite de l'ombre du Mordor, jeu monolithe de la série La Terre du Milieu, etc. On fera peut-être aussi, on parlera un tout petit peu peut-être de nos avis encore sur les travaux de Peter Jackson, mais on y reviendra peut-être. Et puis voilà, et peut-être enfin on fera on donnera aussi notre avis sur les imageries qu'ont apporté John Howe et Alan Lee à la Terre du Milieu, mais ça Petite peut parenthèse. évoluer. Vas-y. Il y a un vernissage de John Howe à Paris le 11. Oui, on est au courant, moi et Stiar. Oui, les autres sont peut-être pas au courant. Voilà, hein aussi peut-être. Oui, non, mais nous... D'ailleurs, t'as pas plus d'infos parce que j'avais pas... Enfin, j'ai pas trouvé beaucoup de choses en fait dessus. Il me semble que... Explique-nous, vas-y. Oui, j'ai des infos. À la galerie Art Ludique, dans le 4e arrondissement de Paris. Et oui, d'accord. Voilà. Le truc, en fait, c'est sur quoi? Le 11 mai, de 18h30 à 21h, en présence de John Howe. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et puis, Ouais, c'est sur le travail de John Howe. Je sais pas si ça m'étonnerait que ce soit exclusivement sur le Seigneur des Anneaux. Moi, je pense que ça va être sur tout son travail. Mais voilà. Donc, il y a des trucs du Seigneur vernissage le 11 mai. D'accord, ok. Ouais, je pense qu'il y aura obligatoirement des trucs sur le Seigneur des Anneaux. Sur l'univers de Tolkien, c'est quand même, c'est une référence dans le genre, donc s'il y a pas quelque chose là-dessus, ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. Ok. Bon, juste avant de commencer, on va peut-être faire aussi un petit tour de table et se présenter vite fait. Donc, à toi, Istiar, vas-y.
Bah alors moi, pour ceux qui suivent vraiment très bien MG le Hobbit, je participe une fois par mois avec lui à une vidéo, donc une vidéo des Tolkien Daily. D'ailleurs, on va encore continuer pendant au moins 1 an, c'est ça le contrat, hein, MG? Ouais. Tu m'exploites, c'est pas possible. Okay. Sinon, moi-même de mon côté, il y en a sûrement aussi qui ont déjà vu un peu ce que je faisais avant. J'avais une chaîne YouTube, ça avait pas trop mal, ça avait bien marché même, je suis assez content. Donc je traitais aussi de l'univers de Tolkien et aussi de Game of Thrones. Et bon, j'ai fini par arrêter parce que ça me prenait un peu la tête et que j'avais un peu fait le tour de ce que j'avais envie de dire là-dessus. Et aujourd'hui, je tiens principalement un site internet qui parle de cinéma. Ça s'appelle La Revue d'Itia. Et série. Voilà. Et série, ouais. Ok, voilà. C'est tout? Bah, tu veux que je te dise quoi d'autre? Non, rien. C'est déjà pas mal, hein. Non, mais voilà. Et je suis... Non, oui, j'ai déjà dit que j'étais en compagnie du Savant des Anneaux. Et toi, Lucius? Alors moi, c'est Lucius Arobel. Je vends des sandwichs dans une baraque à frites sur la place de la mairie de Barberet-Saint-Sulpice. C'est pas vrai, j'ai pas de métier. Alors, moi j'ai une chaîne dédiée au Seigneur des Anneaux qui s'appelle Le Savoir des Anneaux. Logique. Parce que voilà, bah oui, il y a un jeu de mots et les jeux de mots ça fait vendre. Et c'est putaclic. Putaclic tout ça. Et ouais, bah c'est de la vulgarisation d'univers comme le font MG et comme le faisait Istiar, tandis qu'il nous a lâchement abandonné. Femme, perfide, sournois. Faux. Et voilà, ça marche bien. Et puis ça marche très bien même. Attends. Ouais, ça marche très bien. Attends, moi pour atteindre le nombre d'abonnés. On est en ce moment même 2602. Eh ben, tu vois, je dois en avoir à peine plus que toi, et j'ai fait des vidéos putaclic avec Game of Thrones, quoi, si tu veux. Ah, donc, il a fait du putaclic avec Game of Thrones. Non, j'ai pas fait du putaclic, mais je me suis fait charrier là-dessus. Alors, attends. Je suis lancé là-dedans. Voilà. Donc, voilà. Moi, je pense, inutile de... Par contre, je précise que... Vas-y. C'est salade tomate oignon, les sandwichs de la baraque. Ok. C'est light. Et moi, je vais quand même me présenter vite fait. MG le Hobbit, youtubeur basé sur la Terre du Milieu. Et puis voilà. Sinon, je fais rien d'autre. Fabuleux. Voilà. Du coup, on commence ou vous avez quelques vannes à faire? J'avais prévu de me faire un morito, mais après tu fais comme tu veux. Ok, c'est pas grave. Donc, je prends ça pour un 8. Vous voulez commencer par quoi dans les champs? Déjà, on devait pas parler de débattre à propos de notre avis sur le thème cette année de la Tolkien Wedding Day. Ah, peut-être. On en a évoqué? Je sais pas. Discussion autour des chants et poésie dans les œuvres de Tolkien. Peut-être déjà donner notre avis sur le thème de cette année. Vas-y, Stia. C'est toi qui préside. Ok. Personnellement, je trouve que c'était un thème assez important. D'ailleurs, j'ai été étonné qu'il a pas été fait avant, en fait. Mais, il est très large. C'est vrai que j'ai quand même été un petit peu surpris, vu que la dernière fois c'était sur la vie, la mort et l'immortalité. Je m'attendais à avoir un truc en fait, classique, comme les années précédentes. Mais c'est vrai que j'ai été un petit peu surpris, agréablement surpris, parce qu'en fait généralement quand je lis un bouquin de Tolkien, je regarde pas tellement en fait les chansons, les poèmes. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de monde. Hein. Ouais, je pense qu'on a tous tendance à les sauter parce qu'au final ça nous saoule de lire, ça prend du temps. Déjà que c'est des très gros bouquins, donc voilà. J'avoue que j'ai sauté quand même pas mal de chansons lors de ma première lecture du Seigneur des Anneaux. Excusez-moi. Des Anneaux. Parce qu'en fait j'arrive pas à trouver le tempo, la mélodie pour le lire en fait. En fait c'est ça qui manque généralement dans ces chansons, c'est que j'ai pas des mélodies en fait. Du coup en fait je peux pas m'imprégner de la chanson en gros. Entre guillemets, voilà. Ouais, non, mais je vois complètement ce que tu dis. Moi, c'est pareil, et pas que sur les écrits de Tolkien. En général, dans n'importe quel livre, à partir du moment où il y a un poème ou un chant, souvent je le saute parce que j'ai pas le rythme, et du coup, ça me
Ça me saoule quoi. Mais c'est pour ça que cette année, autant d'habitude, les thèmes, franchement, pour la Tolkien Reading Day, je m'en bats un peu. Voilà, oui. Sincèrement, parce que l'important pour moi, c'est vraiment de parler autour de l'œuvre en général. Après, cette année, ce thème-là, il est quand même assez intéressant parce que il met en valeur justement les chants et les poésies qu'on a tous tendance en général à sauter justement à chaque fois dans la lecture. Donc ça les remet en valeur, ça les remet en lumière, ça nous donne l'occasion de nous y intéresser un peu plus. Ouais. Et au final, c'est là que on se rend compte que ça a une place vraiment très très importante dans l'univers de Tolkien, quoi. Enfin. Ah bah ça c'est sûr. Il y en a vraiment énormément des chants et des poésies. Je pense qu'on ferait un recueil avec tous les chants, toutes les poésies présentes dans les. Il serait énorme le truc. Ouais. Donc et surtout dans le fait où c'est pas un plus à l'histoire, il s'est vraiment incorporé dans l'histoire. Ouais. C'est fait. Il y en a beaucoup qui sont faits vraiment pour développer l'histoire et ça fait vraiment une partie intégrante de son œuvre, quoi. C'est intégré de façon très très organique et c'est vraiment un complément, ça fait avancer, c'est bien. Oui, non, mais là franchement c'est de l'ajout intelligent, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait ce qui est bien aussi c'est que ça complète un petit peu la culture des peuples de la Terre du Milieu en gros. Parce que les peuples, enfin, il y en a certains qui sont plus développés que d'autres. Et généralement ils ont une langue spéciale, ils ont je pense généralement aux travaux de Peter Jackson, mais ils ont une architecture spéciale, ils ont une hiérarchie spéciale et ces chants qui sont quand même assez différents, je veux dire. On reconnaît très bien un chant elfique, un chant nain, un chant des hommes. Ça paraît c'est moins bourrin. Oui, voilà. Oui, voilà. Non, mais globalement c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Non, ça ajoute à leur culture vraiment. Ouais, je pense que ça fait partie intégrante du paysage culturel de la Terre du Milieu, si je puis me permettre. Voilà. Et ouais, Lucius, t'as un peu coupé en fait. Bon, non, puis on a un peu tout dit quoi au final. Oui aussi. Mais voilà. Je pense. Oui. Du coup, vous voulez commencer par lire vos trucs? Vos passages ou ouais, ça serait bien. C'est bon, j'y vais? Vas-y. Bon, alors moi, l'extrait que j'ai choisi, c'est le lait de Lessiane. Donc ça raconte l'histoire de Beren et Lucienne. Donc si vous voulez plus de renseignements, allez voir ma vidéo sur le thème. Comme ça, voilà, ça c'est pour la petite page pub. Oh, la publicité gratuite. Ouais. Surtout que je m'en fous, surtout que je tiens plus du tout ma chaîne et que ça fait pas mal de temps que je suis plus dessus. Donc en fait, je m'en fous royalement. Mais bref, allez voir parce que bon, dans les détails, pour faire court, c'est une histoire d'amour entre un homme et une elfe. Voilà. Pour faire très court. Et j'ai choisi justement ce poème parce que c'est une de mes histoires préférées de tout l'univers de Tolkien. C'est une des histoires qui m'a le plus marqué, que je prends toujours plaisir à relire de temps en temps, à me replonger dedans, parce que je sais pas pourquoi du tout, mais il y a quelque chose qui m'attire beaucoup dedans et je la trouve vraiment très sympa. Donc le poème c'est très 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 long. D'ailleurs, Tolkien ne l'a jamais terminé en fait. Et là, c'est juste un court extrait qui est déjà pas mal, présent dans Le Seigneur des Anneaux. Donc c'est Aragorn qui le raconte au Hobbit. Donc je vais vous lire une petite partie parce qu'il est vraiment très très long. Attention, préparation. Attention. Allez hop.
Les feuilles étaient longues, l'herbe était verte, les ombelles de ciguës hautes et belles. Et dans la clairière se voyait une lumière d'étoiles dans l'ombre scintillant. Là dansait Tinouviel, sur la musique d'un pipeau invisible, et la lumière des étoiles était dans ses cheveux et dans ses vêtements miroitants. Là vint Beren des montagnes froides, et, perdu, il erra sous les feuilles. Et où roulait la rivière des elfes, il marchait seul et affligé. Il regarda au travers des feuilles de ciguë, et vit, étonné, des fleurs d'or sur la menthe et les manches de la Vierge, et ses cheveux comme une ombre suivant. L'enchantement ranima ces pieds-là, sur les collines condamnées à errer. Il poussa en avant, fort et leste, voulant atteindre les rayons de lune étincelants. Par le lacis des bois au pays des elfes, elle s'enfuit, légère sur ses pieds dansants, et le laissa solitaire errer encore, dans la forêt silencieuse écoutant. Il entendit là souvent le son flottant, de pieds aussi légers que la feuille de tilleul, ou la musique sourde sous terre, dans les creux cachés triants, à présent flétris gisaient les feuilles de ciguë, et une à une avec un soupir, tombaient, susurrantes, les feuilles de hêtre, dans le bois hivernal agité. Il la cherchait toujours, errant au loin, où les feuilles des années formaient un tapis épais. À la lumière de la lune et au rayonnement des étoiles, dans les cieux glacés frissonnants, la menthe de la Vierge miroitait sous la lune. Comme sur un sommet élevé et lointain, elle dansait, et à ses pieds était étendue une brume d'argent frémissant. Quand l'hiver fut passé, elle revint, et son chant libéra le soudain printemps. Comme l'alouette qui s'élève et la pluie qui tombe, et l'eau fondante qui murmure, il vit les fleurs elfiques jaillir. À ses pieds, et de nouveau réconforté, il brûla de danser et de chanter auprès d'elle, sur l'herbe paisible. Donc voilà, donc j'ai un peu coupé court parce qu'il était très très long. Donc ici c'est vraiment la rencontre entre Beren, qui est un fils de seigneur humain, fils de Barahir, voilà, et Lucienne, qui elle est la fille du roi Thingol, roi des elfes, au premier âge de la Terre du Milieu. Donc c'est une histoire très 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 ancienne. Voilà. Merde, hein. Voilà. Oh, faut être précis quand même, hein. Oh. Bon, voilà, bref. Voilà. Déjà tu dis le roi Thingol. Oui, alors le Doriath, cette région avec plein de forêts et puis avec pour principale ville qu'on n'arrive jamais à localiser. Quoi, comment? Bah moi perso la carte de la Terre du Milieu au premier âge. C'est parce qu'elle est pas fréquente, c'est tout. Ouais, c'est surtout ça. L'autre je la connais par cœur. Celle-ci j'ai. Mais le Doriath c'est une forêt quoi, donc. Oui voilà, c'est une forêt. C'est un royaume sylvestre. Oui. En gros ouais. C'est bon MG. Bah, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, donc là ça racontait justement la première fois que Beren a vu Lucienne, qui est de toute beauté si je puis dire, et qui est directement tombé, comment dire, ça a été l'amour au premier regard en fait. Le coup de foudre. Le coup de foudre, exactement. On est romantique ici, on est romantique. Mais oui. Ça ressemble quand même vraiment à la relation avec Aragorn et Arwen. Et Arwen, bah justement c'est la mise en parallèle en fait entre les deux. C'est ça. Ouais. Oui, le parallèle. Le parallèle c'est ça, c'était même clairement dans le Seigneur des Anneaux, s'il est mis à cet endroit-là dans le livre du Seigneur des Anneaux, c'est justement pour souligner ça au final. Et ça c'est encore plus flagrant dans les films de Peter Jackson. Oui, c'est vrai. Dans les films, Aragorn chante justement cette partie-là du poème en Quenya. Ouais. Dans une version longue, je crois. Oui, et dans la version longue. J'ai pratiquement les Seigneurs des Anneaux, j'ai pratiquement vu que les versions longues, donc je peux pas trop comparer. Oui, c'est vrai. Mais donc c'est vraiment une grosse mise en parallèle entre la situation de Beren et Lucienne, qui est de base un amour impossible. Ouais. En fait, voilà, c'est globalement c'est un peu le Roméo et Juliette de l'univers de Tolkien en fait. Ouais, c'est vrai. Oui, d'ailleurs Tolkien s'y est toujours projeté au point que Beren et Luthien sont inscrits sur sa tombe. Ouais. Et celle de sa femme. En fait, oui, et c'est encore un parallèle avec sa relation avec sa femme, parce que justement sa femme, Lucienne, pour Lucienne, il s'est inspiré de sa femme justement. Et c'est pour ça, oui, on retrouve ça on retrouve les noms inscrits sur leur tombe aujourd'hui. Donc en plus, c'est peut-être l'histoire la plus personnelle, c'est peut-être l'histoire la plus personnelle pour Tolkien en plus. Voilà. Ouais. Non sans souffle d'épique, puisque l'histoire reste avec oui. Là, ce que j'ai lu, c'est vraiment le tout début, mais c'est une histoire vraiment passionnante avec
énormément de choses qui se passent. Non, parce que généralement les histoires d'amour ça peut faire peur. C'est un monde Titanic. Non, vous inquiétez pas. Ça a été écrit par le mec qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. C'est bien. C'est même tragique. C'est une histoire tragique au final. Oui. Ça se termine. Bon, spoiler, ça se termine. Non. Bien. non, le livre va sortir. Tu spoiles pas alors qu'il est pas sorti. De toute façon, si t'as lu le Silmarillion et Contes et légendes dynastiques, tu peux non, bon, ok. Tu connais pas la fin, Lucius? Mais bien sûr que si, je la connais. Oui. Bah oui, tout le monde la connaît. C'est pas pour moi qu'il faut pas spoiler. Ouais, ok. Et enfin bref, c'est une histoire où en plus, c'est une histoire d'amour avec vraiment beaucoup d'action. Ils vivent une véritable aventure. Vraiment. Pour le coup, c'est une épopée un peu. À l'image de Turin-Turambar, de Tuor. Oui, voilà, au même niveau que l'histoire de Turin, en moins tragique, parce que l'histoire de Turin, c'est quand même, c'est dur, voilà, c'est tout. Et même celle de Tuor, elle est pas mal non plus, hein, donc. D'ailleurs, ça s'inscrit dans cette lignée-là des histoires du Premier Âge, quoi. D'ailleurs, il me semble que les trois contes-là, donc Turin-Turambar, de Tuor et de sa venue à Gondolin et Beren et Luthien, je crois que c'est les 3 contes que Tolkien a réellement pu terminer dans sa partie Silmarillion. Ça se voit. Parce que ça se voit clairement. Tout le reste, en fait, c'est des morceaux épars de texte et c'est une mosaïque de texte. Quoi. Et je trouve que même celui le plus organisé pour moi, ça reste Beren et Luthien. Il est vraiment. C'est vrai, oui. C'est pour ça, je pense, il y a vraiment une dimension personnelle. Oui. Tolkien, c'est vraiment inscrit dans ses personnages en fait. Oui. C'est vraiment, je pense, son histoire est plus personnelle. Tout le passage sur le voyage d'Eyarendil est très très bien quand même. Il a pas trop cet aspect mosaïque ou fresque que peut avoir une partie du texte. En plus, ses parents sont le deuxième couple à être homme et elfe. Oui. C'est Tuor et Idril. C'est ça. Idril Celebrimbor. J'ai fait mes devoirs. C'est bien. Je commençais à être rouillé, moi. Ah, mais il y en a un qui s'est préparé. Moi, je me suis pointé en touriste et voilà. Non, j'ai juste fait une vidéo où je parle de Idril et ça aide. Voilà. Donc c'est vite fait frais dans ma mémoire. Si moi j'ai juste fait une vidéo où je parle de Beren et Luthien, donc. Voilà, donc moi ma dernière vidéo, elle s'appelle. Ouais, bon, bref. Ouais. Bon. Assez de pub. On passe à un autre texte. Ouais, bah ouais. Allez, à moi. J'en ai un petit. Vas-y. J'en ai un petit. Ouais, ça. C'est un petit. Donc c'est dans le Hobbit. C'est, je crois que c'est le tout dernier poème. Attendez, je vérifie. C'est le tout dernier poème. Où Bilbo, selon les traductions, revient. Bilbon, d'accord. Quoique, dans ma traduction, c'est écrit Bilbo. Et c'est la traduction le Ledoux. Ouais. Alors, dans le Hobbit, c'est les noms originaux. C'est Bilbo Baggins, Thorin Oakenshield, etc. C'est pas traduit dans le Hobbit. Donc. Ouais, ça a été retraduit dans le Seigneur des Anneaux, ouais. C'est bon, je m'en souviens. Vas-y, je te laisse. Les routes se poursuivent encore et toujours, par-dessus les rochers et sous les arbres, par des cavernes où jamais le soleil n'a luit, par des rivières qui jamais la mer ne trouve, sur la neige par l'hiver semée, et par les joyeuses fleurs de juin, sur l'herbe et sur la pierre, et sous les montagnes dans la lune. Les routes se poursuivent encore et toujours, sous les nuages et sous les étoiles, mais les pieds qui sont partis à l'aventure reviennent enfin au foyer lointain, reviennent enfin au lointain foyer, les yeux qui le feu et l'épée ont vu, et l'horreur dans les salles de pierre, s'oppose enfin sur les verts pâturages, et les arbres et les collines depuis longtemps connues. Fin. Faut préciser. Ah, merci. Quelle lecture. Ah, je sais, et donc j'ai pas du tout fait d'erreur en plus. Donc ça, c'est quand il revient à cul-de-sac qu'il chante ça. Oui. C'est avant la vente aux enchères ou après?
C'est juste avant. C'est sur son chemin de retour, c'est quand il arrive. C'est juste avant, genre 3 paragraphes plus loin, il y avait une grande agitation. Des gens de toutes sortes, des respectables et des peu respectables, se pressaient en foule devant sa porte. Ouais, voilà, c'est quand il arrive en comté, quoi. Faut noter qu'il est en présence de Gandalf et que là, dans ce poème, il y a toute la mentalité de Bilbon qui est décrite, quel a été son changement de mentalité au cours de son voyage et comment la bataille des 5 armées l'a affecté, puisque ça l'a beaucoup affecté. Bah, oui, au niveau c'est un peu le bilan ou un résumé de ses aventures, en fait. Oui. D'où la répétition, les routes se poursuivent encore et toujours. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il fait un bilan de ce qu'il a traversé. C'est la dernière chanson du Hobbit, je pense, non? C'est la dernière chanson, le dernier poème du livre. Ouais, donc c'est quand même, c'est représentatif de tout ce qu'il a. Ouais, voilà. C'est l'acte final, en gros, ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était une belle conclusion, courte. Ouais. Et en même temps joyeuse, avec quand même un lourd sous-entendu à l'intérieur. Voilà, j'ai trouvé que c'était un très joli passage pour moi, pour choisir pour ce Tolkien Reading Day. Il n'y a pas de le ou de la, puisque c'est du... Hein? Oui. Mais c'est juste que j'ai l'habitude... Tolkien Reading Day. J'ai toujours appelé ça la Tolkien Reading Day. C'est juste ça. Du coup, j'appelle ça la Tolkien Reading Day. Et d'ailleurs, il y a dans toutes les œuvres de la Terre du Milieu, dans tous les noms propres, à chaque fois, il y a forcément un nom propre où je me gourre. Par exemple, Turin-Bar. C'est ça, oui, aussi. Je dis Turin parce que j'aime dire Turin, dire Tourine. C'est pas Tourine. Ça me... Histoire dans la vidéo qui a dit Nienel à la place de Niniel. Non. En fait, c'est Niniel. Enfin, oui, ben, je crois que c'est Istère à un moment a dit Nienel. Non, c'est moi. C'est moi parce qu'en fait, j'ai toujours lu ça comme Nienel et pas Niniel. Ouais. Ah ouais, parce que moi, Nienel, je l'aurais jamais sorti celui-là. Voilà. Ou alors j'étais bourré. C'est moi. Mais moi, je suis pas contre qu'on lise mal les mots, du moment que dans notre esprit, ça représente bien. Ça. Oui. Voilà. Oui. Du moment que la représentation est bonne, si on le, comment on dit en français? En anglais, c'est misread. Si on le lit mal ou si on le détourne, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui, ok. Ouais. Mais l'important, c'est qu'on voit bien de qui on parle. Oui, voilà. Voilà. Mais voilà. Du coup, bah, c'était beau. C'était bien la traduction française Ledoux. C'était la traduction française Ledoux. Bah, on est tous sur ces traductions-là, de toute façon. Oui, parce que moi j'ai, oui, tous, sauf une exception, c'est qu'en fait j'ai avec moi la traduction de Daniel Lauzon. Du coup, je me demandais en fait si les changements avaient la traduction Lauzon a été pensée notamment pour une révision des poèmes pour que ce soit plus fidèle oui. à ce que Tolkien a écrit et plus littéraire, plus poétique. Voilà. Tu veux peut-être que je le lise? Vas-y, pourquoi pas. Pour faire peut-être une comparaison. Ah, par contre, je sais pas du tout quelle page c'est. Ok, ouais, bah, c'est bon, je l'ai. Chapitre. Ok. J'y vais? Ouais, vas-y. La route se poursuit toujours, sous l'arbre vert et sur la pierre, dans l'antre où jamais ne fait jour. Par les cœurs d'eau, chercher la mer, sur la neige à l'hiver au sommet, parmi les jolies fleurs de juin, sur l'arbre et les chemins pavés, et sous les montagnes d'airain. La route se poursuit toujours, sous les nuages étoilés, mais les pieds lasses, au carrefour, prennent le chemin du foyer. Ainsi, le regard aguerri, à l'honneur des salles de pierre, s'oppose enfin sur la prairie et les collines familières. Voilà. C'est quand même radicalement différent. Oui, bah c'est comme tu le disais que sa traduction était plus dans un point de vue littéraire. Ça se ressent ici. Enfin, je l'ai trouvé
plus vraiment comme une poésie par rapport à l'autre. Je m'excuse, je l'ai fait un petit peu vite, à mon goût. Ah non, mais même dans l'écriture, j'ai trouvé que celle-ci faisait justement plus poésie que l'autre. Après, c'est pour moi, hein, c'est mon avis personnel. Bah, d'ailleurs, en fait, j'ai remarqué ça parce que vu que la Tolkien Grindelwald était sur les chants et que j'ai entamé la relecture du Hobbit, je me suis un petit peu plus attaqué. Enfin, oui, j'ai relu les chansons avec un petit peu plus d'attention et je me suis remarqué qu'en fait, Daniel Lauzon avait apporté vraiment beaucoup d'attention aux rimes à chaque fois, à chaque strophe, à chaque vers en fait. Et à chaque fois, c'est toujours des rimes et au rythme. A B C, enfin c'est A B A B en gros. Enfin, oui, enfin il essaye de respecter les rimes de Tolkien. Ouais, après, je sais pas comment c'est dans la version originale. Moi non plus. Je pense qu'il a essayé de respecter. Et même au niveau du rythme, ça se sent. C'est plus vraiment. Ce que je disais, c'est pour ça pour moi que ça faisait plus poème, poésie que l'autre traduction, parce que c'est mieux rythmé. Voilà. Bah c'est travaillé pour ça, c'est fait pour ça. Oui, c'est pour ça que ça a été vraiment retravaillé pour ça. Ouais. Donc c'est vrai que sur ce point, c'est une des motivations pour la retraduction. Ouais, du coup, on pourra s'en servir d'argument aussi quand on reparlera des traductions tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Bon. Mais donc pour juste faire un petit résumé, c'est plus fluide et c'est plus travaillé en fait. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Bon, bah on passe à ton texte, MJ. Oui. Donc je dis quand même. Donc c'était. Je présente le chant de Durin. Donc que chante Gimli dans la Moria. Donc quand il traverse la Moria avec la communauté de l'anneau. Donc voilà. Le monde était jeune et les montagnes vertes. Minute papillon. Okay. J'essaie de le trouver. Si tu veux. Moi dans ma version, page 416. Ah ouais, d'accord. J'ai l'intégrale. D'accord. Donc okay. Moi je suis. Ah bah je dois être à peu près pareil du coup. Ok. Ah non, moi page 416 c'est le. Je suis trop loin moi. C'est dans le chapitre voyage dans l'obscurité. Un voyage dans l'obscurité. Alors moi je suis en Lothlórien. Donc je suis dans le bon chapitre. C'est juste avant la tombe de Balin. Le monde était jeune et les montagnes vertes. C'est ça. C'est parti. Je peux y aller. Ok. Oh, vas-y, je cherche, mais je vais trouver. Vas-y. Okay. C'est bon, je l'ai trouvé, nickel. Le monde était jeune et les montagnes vertes. Aucune tache encore sur la lune ne se voyait. Aucun mot n'était apposé sur les rivières ou les pierres. Quand Durin s'éveilla et marcha solitaire, il nomma les collines et les combes sans nom. Il but l'eau des puits jusqu'alors non goûtée. Il se baissa et regarda dans le lac du miroir, et vit apparaître une couronne d'étoiles, comme des joyaux sur un fil d'argent, au-dessus de l'ombre et de la tête. Le monde était beau, les montagnes altières. Aux jours anciens, d'avant la chute, de puissants rois en argotron et en gondolines, qui maintenant, au-delà des mers occidentales, ont disparu. Le monde était beau, et l'éré de Durin, roi, il était sur un trône ciselé, dans les salles de pierre aux 1000 piliers, aux voûtes d'or et au sol d'argent, avec, sur la porte, les runes de la puissance, la lumière du soleil, des étoiles et de la lune, et d'étincelantes lampes dans le cristal taillé, jamais obscuries par les nuages ou les ombres de la nuit, brillant toujours, là, belle et éclatante. Là, le marteau sur l'éclume frappait, là, le ciseau clivait et le graveur écrivait. Là était forgée la lame et fixée la garde. L'excavateur creusait, le maçon bâtissait. Là a accumulé le béryl, la perle et la pâle opale. Excusez-moi. Et le métal forgé comme les écailles du poisson, le bouclier et le corselet, la hache et l'épée, et les lances brillantes. Inlassables étaient alors les gens de Durin. Sous les montagnes, la musique s'éveillait. Les harpistes jouaient de la harpe, les ménestrels chantaient, et aux portes les trompettes sonnaient. Le monde était gris, les montagnes sont vieilles. Le feu de la forge est d'un froid de cendre. Nulle harpe n'est pincée, nul marteau ne frappe. Les ténèbres règnent dans les salles de Durin. L'ombre s'étend sur son tombeau, en Moria, à Khazad-dûm. Mais encore, les étoiles noyées apparaissent dans le sombre lac du miroir, privées de vent.
Là, ici sa couronne dans l'eau profonde, jusqu'à ce que Durin, du sommeil, se réveille. Désolé pour ce bégaiement, mais voilà, c'était les chants de Durin. Du coup, j'ai choisi le chant là, déjà parce qu'il était quand même assez imposant. C'est quand même un chant qui est quand même assez long, dans le Seigneur des Anneaux, je parle. Et parce que il témoigne vraiment de l'histoire prospère et à la fois tragique de ce qu'était la Moria, de ce qu'était Khazad-dûm, donc le plus grand royaume nain. Juste une petite précision, dans le chant on parle de Durin, et pas Durin. D'ailleurs, il y a Durin. Zut, comment ça s'appelle les deux points sur le i? Je sais pas. Les trémas. Voilà, il y a des trémas sur les i pour Gondoline et Durin. Moi, c'est Monsieur Ledoux qui a fait exprès. Dans mon texte. Alors, moi, dans ma version, il y avait, ouais. Il y a pas de, c'est Durin. C'est un il y a pas de tréma chez toi? C'est un i normal. Ah. Donc, excuse-moi, mais j'ai prononcé ça Durin. Si au pire, c'était pas toi qui avais dit qu'il y avait aucun souci sur comment qu'on le prononce. Oui, c'est vrai. Tant qu'on voit bien qui c'est. Oui, c'est vrai. Ouais. Hein? C'est bizarre. En fait, je prononce Durin comme je prononce Urin ou Turin. Voilà. Mais parce que j'ai toujours appris à faire ça, enfin à dire Durin, voilà. Mais voilà. Du coup, c'est l'habitude. Je reprends, oui. Donc je disais que ça témoignait en fait vraiment de l'histoire prospère et à la fois tragique de la Moria et de Khazad-dûm, qui était le plus grand royaume nain de la Terre du Milieu, d'Arda, quoi. Et que ça véhiculait quand même un sentiment d'honneur, un sentiment ancien, de respect des temps jadis. Enfin voilà. Enfin, Gimli le chante. Gimli le chante avec un solennellement, voilà, avec voilà, avec vraiment du recul pour ce que c'était, ouais, vraiment cette grande cité et le premier et ce grand personnage qui est, oui, justement ça fait récit vraiment inculqué justement dans la culture naine, vraiment une des bases de la culture naine. Et oui, non, vas-y, limite récit par rapport à ce qu'on a dit nous, enfin par rapport à moi sur le mien, que c'était plus une histoire d'amour, toi Lucius, où c'était vraiment quelque chose de très personnel pour Bilbon, d'ailleurs une création de Bilbon. Là c'est vraiment une chanson limite un mythe, ouais, c'est une légende naine, vraiment qui est ancrée dans leur culture. Voilà, c'est une ode. Je voudrais juste donner vite fait le contexte. On parle de Durin Ier. Donc c'est Durin Trompe-la-Mort, oui, c'est ça, oui, qui a été un des premiers nains et qui est celui qui a vécu extrêmement longtemps, je sais plus combien de temps. Quasiment tout le premier âge. Voilà. Il a vécu 2395 ans. Ah ouais. Oh la vache. Ok, j'ai rien dit. Faut aussi préciser qu'il y en a eu 7. 10 fois la durée de vie d'un nain normal. Oui, faut préciser aussi qu'il y en a eu 7 des Durins. Il y a eu le Durin 1er, Durin 2, Durin 3, Durin 4, Durin 5, Durin 6, et c'est à partir de Durin 6 que le Balrog se réveille et que la Moria se déserte, et devient déserte. Et c'est le Balrog qui tue Durin 6. Et à partir de Durin 6, il n'y a plus aucun nain qui est la réincarnation de Durin, parce qu'à chaque fois en fait c'est considéré comme une réincarnation. Il y a juste à la fin de la guerre de l'anneau, donc le fils de Thorin III qui est le fils de Dain, cousin de Thorin. Dain, pied d'acier, et Thorin III, homme de fer. Homme de pierre. Voilà, c'est ça. Homme de pierre, je crois. Bon, bref. Donc le fils homme de pierre, tu as raison. Donc c'est le fils de Thorin III qui est la réincarnation de Durin 7. On n'en sait pas beaucoup en fait de Durin 7, dans la mesure où apparemment c'est sous-entendu qu'il repris la Moria après la guerre de l'anneau, donc il a récupéré la Moria, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il devient le seigneur de la Moria. Et puis comme ça, la boucle est bouclée. C'est sous le règne d'un Durin que la Moria a été perdue, et c'est sous le règne d'un nouveau Durin que la Moria est récupérée. C'est ça. Mais voilà.
Ouais, pour moi c'est toujours Balin le dernier. Ouais. Le dernier seigneur de la Moria, pour moi c'est toujours Balin. Bah, Ouais. c'est vrai que c'est en fait c'est sous-entendu. C'est comme à un moment dans notre dernière vidéo sur Tuor Istiar, il me semble que on avait précisé que Tuor il allait en Valinor mais on savait pas s'il avait vraiment atteint, enfin s'il l'avait vraiment atteint en fait. Du coup, on va pouvoir faire une parenthèse sur Tuor. Moi, je pense qu'il l'a pas atteinte. Sinon, c'est un sous-entendu. Erendil et Elwing, il l'aurait retrouvé. Ça vraiment, ça pose vraiment un débat, parce que à chaque fois que je pensais à ça, je me suis toujours dit, Tuor, il a été accepté en Aman et il est devenu un elfe, à l'image de tous les elfes. Je pense pas. Non, parce que vraiment les elfes, ils ont été étonnés quand ils ont vu Erendil débarquer. Je crois que c'était à Toleressa. Ouais. Et donc le fait qu'ils aient été étonnés, que ils auraient été moins surpris si Tuor était arrivé. Moi, je pense que Tuor s'est perdu en mer et n'est jamais arrivé. Peut-être. C'est là vraiment où les théories peuvent se croiser. Ouais, on est parti de Durin le trompe-la-mort et puis. Mais on est arrivé à Tuor justement. Et là, je suis en train de chercher le lien en fait, parce que t'étais parti sur quelque chose et t'as pas eu le temps de terminer en fait. Moi? Ben je sais plus ce que je disais. Mais moi non plus. Moi non plus. Ouais. Parfait. Non, mais t'étais parti. T'avais fait un parallèle entre Durin. Entre Durin trompe-la-mort et Tuor. Enfin, je veux dire, pour Lucius, le dernier seigneur de la Moria, c'est Balin. Parce que Balin meurt. Ah oui, le fait qu'on peut l'interpréter. Voilà, c'est sujet à interprétation dans beaucoup de sujets en terre du milieu. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut interpréter assez librement, qui sont mystères en fait. Comme notamment les mages bleus. Ça suscite. Oui, on sait pas ce qui leur est arrivé. Pour moi, c'est Saruman qui les a butés, mais voilà. Non, parce que c'était. J'avais dit ça dans ton commentaire, dans un commentaire sous une de tes vidéos, Lucius, et je m'étais fait arracher par un youtubeur qui n'approuvait pas du tout cette idée, mais voilà. Moi, je suis pas d'accord non plus. Non, mais c'est après. Non, moi, comme je l'ai dit, c'est une théorie, c'est subjectif. Ouais. Non, moi, perso, je disais ça en blaguant, parce que pour moi, Saruman est devenu mauvais après. Oui, ça. Oui. Il était pas mauvais à ce moment-là, donc pour moi, le truc sûr, à mes yeux, c'est que c'est pas lui qui leur a fait ça. Soit ils se sont installés là-bas, et ont essayé de mener une sorte de résistance contre les forces du mal, en Orient. Soit ils sont morts, et puis au cours de leurs aventures, et puis c'est tout, quoi. Mais pour moi, c'est pas Saruman. Oui. Voilà. Bon, bref. Voilà. Bon. Vous voulez, vous avez d'autres trucs? Moi, j'en ai un. Bah, vas-y. C'est la lamentation de Frodon pour Gandalf dans la Lothlorien. Oh, ou la Lothlorien. Vas-y, avec ta prononciation, parfaite, là, hein. Je te jure. Je te jure. D'ailleurs, on dit Lorien ou Lorien? Lorien. Oui, voilà. J'ai toujours dit Lorien. Pour une fois que je suis bien, moi. On dit comme on veut. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai engueulé parce que t'as dit Durin, et puis je l'ai dit moi aussi, donc bon, Voilà. Après, le problème se pose, moi, en anglais, puisque, on n'a pas le souci de la traduction où Balin devient Balin, Dwalin devient Dwalin, Oui. et Thorin devient Thorin. Thorin. Voilà. Nous, on en a une qui le prononce bien Thorin. Oakenshield. Ah, j'en connais une qui le prononce bien Thorin. Thorin. Bon, allez. À moi. À toi. Si vous voulez suivre, c'est vas-y, c'est quelle page? C'est dans la Lothlorien. La Lothlorien. Moi, c'est dans le volume 1, page 608. Il commence comment? Parce que là, j'ai un truc, mais... Quand le soir dans la comté était gris. Non, c'est pas ça. Et c'est chapitre 7, Miroir de Galadriel. Ah, d'accord. Le miroir de Galadriel.
un instant. Bon, j'y vais et puis tu trouves... Vas-y. Ouais, on trouve en cours, t'inquiète. Voilà. C'est bon. Quand le soir dans la comté était gris, ses pas sur la colline résonnèrent. Avec l'aurore, il s'en alla, pour un long voyage sans dire mot. De la terre sauvage à la rive occidentale, par antres de dragons et portes cachées, du désert nordique à la colline méridionale, et par les sombres bois, il erra à son gré. Par les antres des dragons et portes cachées. Avec le nain et les hobbits, les elfes et les hommes, avec les mortels et les immortels, avec l'oiseau sur la branche et la bête dans sa tanière, en leur propre langue secrète, il parla. Une mortelle épée, une main guérisseuse, un dos courbé sous son fardeau, une voix de trompette, un brandon ardent, un pèlerin là sur la route. Seigneur de sagesse, sur son trône il siégeait, vif à la colère, rapide au rire, vieillard au chapeau bossué, qui s'appuyait sur un bâton épineux. Il se tenait seul sur le pont, défiant le feu et l'ombre ensemble, son bâton sur la pierre fut brisé, à Khazad-dûm périt sa sagesse. Ah, il est beau quand même, il est beau. Et il y a aussi un court passage Un couplet, qui a été rajouté. Rajouté par Sam, tu peux le dire. Moi Ouais, vas-y. Les plus belles fusées jamais vues, en étoiles bleues et vertes, elles éclataient, où, après le tonnerre, les averses d'or tombaient comme une pluie de fleurs. Voilà. Ouais, non, mais c'est le portrait de ce que représentait Gandalf pour eux, en fait. Ouais, c'est, on a un peu on a de tout, en fait. On a tous les éléments qui, même il est jamais nommé et on sait que c'est lui, quoi. Voilà, c'est tout. C'est une sorte, c'est à la fois une chanson et à la fois une sorte d'énigme, même si on sait très bien. Non, c'est pas une énigme, c'est vraiment. C'est tourné vers un portrait. Je veux dire, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Ça désigne Gandalf tout dans le. C'est un hommage. Oui, c'est vraiment un hommage, quoi. Voilà. Parce qu'en plus on parle de. Et c'est un bel hommage. On parle de lieux, la comté, les terres sauvages, occidentales, etc. On parle des races, les nains, les hobbits, les elfes, les hommes, mortels, immortels. On parle de bâtons, de pèlerins sur la route. Ouais. Et le pèlerin, là, c'est tout. C'est très. Mais il est beaucoup plus décrit comme ce qu'il paraît aux yeux des mortels que ce qu'il est vraiment. C'est ça. Et soit on n'a pas de mention de son caractère divin. Ouais. Oui, mais si, oui, c'est ça, c'est une divinité, quoi. Voilà. C'est une divinité inférieure, mais oui, c'est une ode à son humanité. Voilà, c'est ça. Une entité divine. Par contre, au côté voilà. humain du personnage. On a aussi peut-être. Je sais pas ce que donne la version retraduite par Daniel Lauzon, mais là, je peux pas t'aider. Là, c'est il y a pas de rime, il y a un rythme qui est pas forcément non, c'est vraiment de la qui est pas très structuré, qui est pas constant. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça peut nous permettre de bien faire. Ne serait-ce que les 4 vers de Sam, ils ont beau être hésitants, même en français, je pense que, enfin, même en anglais. D'ailleurs, attendez, je dois pouvoir le retrouver une seconde. Pour en revenir à ce qu'il disait, enfin, ce que tu disais, Stiar, les fins de vers sont assez secs en fait. Alors que assez sèches, ouais. Alors qu'en fait, les traductions de Daniel Lauzon apportent vraiment les bons mots. Elles apportent le côté poétique et le côté littéraire à l'œuvre en fait. C'est tout à fait ça. Voilà. Mais après, on y reviendra tout à l'heure. Mais à mes yeux, est-ce que je peux le lire en anglais? Vas-y. Ouais, vas-y. Si tu d'accord. Fais-toi plaisir. Je me débrouille. Alors. En when entier evening in the Shire, ouais. Ok, vas-y. C'est court, hein. When evening in the Shire was grey, his footsteps on the hill were heard. Before the dawn, he went away on journey long without a word. From Wilderland to western shore, from northern waste to southern hill, through dragon's lair and hidden door, and darkling woods he walked at will. With dwarf and hobbits, elves and men, with mortal and immortal folk, with bird on bough and beast in den,
in their own secret tongue he spoke. A deadly sword, a healing hand, a back that bent beneath its load, a trumpet voice, a burning brand, a weary pilgrim on the road. The Lord of Wisdom, throned he sat, swift in anger, quick to laugh, an old man in a battered hat, who leaned upon a thorny staff. He stood upon the bridge alone, and fire and shadow both defied. His staff was broken on the stone, in Khazad-dûm his wisdom died. C'est quand même, c'est autre chose. Bah, voilà, c'est pour ça que dans les on a perdu beaucoup dans la traduction de Francis Ledoux. On a perdu tout l'aspect vraiment littéraire et poétique. Ouais, et toute la sonorité au profit d'une traduction brute. On a perdu dans la traduction. Pour une traduction brute, en fait. C'est ça? Ouais. Ce qu'il a fait. Sans retravailler le texte pour le rendre plus poétique. C'est ça. Contrairement à Lauzon, qui lui, bah déjà, on l'a vu avec l'extrait du Hobbit, qui a dû faire ça, d'ailleurs, je pense, sur tous les textes, de bien retravailler les poésies. Et ça, c'est un plus quand même aux traductions françaises. Ça, c'était une bonne chose. Après, pour mon avis personnel sur ces traductions, je vais faire mon... On y reviendra. Bien sûr, on peut pas, tu veux pas qu'on attaque ça maintenant? T'as pas encore un extrait? J'avais un extrait, un très très court, sur l'héritage du Gondor. De grands vaisseaux et de grands rois, 3 fois 3, qu'ont-ils apporté de la terre effondrée, sur le flot de la mer? 7 étoiles et 7 pierres, et un arbre blanc. C'est les origines. C'est simplement, enfin moi je prends plus ça comme un poème, mais en fait ça m'a un peu interpellé parce que ça parlait vraiment de l'histoire de Numénor et à la fois l'histoire du Gondor, puisqu'en fait c'est pour remettre dans le contexte, en fait c'est la submersion de Numénor et Numénor devient, enfin les habitants de Numénor, du moins une partie, deviennent les habitants d'Arnor et de Gondor, et donc le Gondor et l'Arnor héritent des traditions de Numénor, et notamment donc les 7 étoiles et les 7 pierres. Donc les 7 pierres, ce sont les Palantiri, et donc l'arbre blanc, c'est l'arbre du Gondor, l'arbre Nimlot, je crois qu'il s'appelait comme ça à Numénor du moins, mais après voilà, ça... Voilà. Oui, non, mais c'est les origines numénoréennes du Gondor. C'est ça, voilà. C'est parce que général, enfin, je trouve qu'en fait on a du mal à parler des origines de ce qui existe déjà dans les œuvres de Tolkien, et ça en fait ça le résume très très bien, même s'il y a des sous-entendus. Je sais pas, hein, le Conseil d'Elrond est quand même lourd en histoire des premiers et deuxième âges. Hein. Sauf le Conseil d'Elrond qui est abominable, mais abominable. Abominable. Non. C'est vrai que c'est le chapitre idéal pour perdre les lecteurs pas très attentifs. Pour perdre les lecteurs qui ont déjà réussi à survivre à... Attends, déjà... Ouais, qui ont réussi à survivre aux 100 premières pages sur les Hobbits. C'est ça. Avec Tom Bombadil. Oui. Oh, non, Tom Bombadil, c'est pas insupportable. Ah, mais c'était chiant. Oh là là. Ah, si. Oh là là. Tu vas te faire des ennemis, hein. Je m'en fous. De toute façon, mon avis est connu sur Tom Bombadil, hein. C'est que moi, le chapitre, il esquive. Après, j'ai toujours pas compris réellement l'utilité du personnage dans le cadre du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est mon point de vue. Parce que dans le fait où on nous dit que ce serait le dernier à résister à Sauron à l'ouest, ouais, bah c'est bien. Après, tout un chapitre à se faire chier, à l'entendre de chanter Tom Bombadil, Tom Bombadil. Sincèrement, moi je trouve ça c'est le truc qui peut tuer justement l'élan des lecteurs. Pour moi, c'est le chapitre sur le Tom Bombadil. C'est pas le Conseil d'Elrond. Moi, le Conseil d'Elrond, j'ai bien aimé. Quand même, le Conseil d'Elrond est quand même vachement long, très très long. Il y a beaucoup de références à l'histoire de la Terre du Milieu, mais ça peut vraiment perdre le lecteur parce qu'il y en a tellement, et c'est évoqué d'une manière assez spéciale
que ça, on peut vite perdre le fil et décrocher quoi. Mais voilà. Oui, je pense aussi, mais voilà, à mes yeux, sincèrement, dire que c'est le chapitre qui peut décourager les lecteurs, sincèrement, si les lecteurs sont pas découragés après déjà le tout premier chapitre sur les Hobbits, et puis ensuite le chapitre sur Tom Bombadil, normalement, il devrait y survivre. Ouais, sinon ils vont j'ai dit les lecteurs peu attentifs. Oui, voilà. Déjà, un lecteur peu attentif peut pas s'attaquer à Tolkien. En tout cas, pas au Seigneur des Anneaux. Je sais pas, le Hobbit se laisse lire tranquillement. Oui, non, mais justement, c'est ce que j'ai dit, pas au Seigneur des Anneaux. Non, le Hobbit, c'est pour ça que le Hobbit, c'est mon livre préféré, parce que il est pas prise de tête, il se lit bien, et il passe un bon moment à le lire. Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même plus, complexe, enfin, travailler, c'est plus travaillé, c'est plus complexe, faut vraiment se plonger dedans, faut être quand même en forme. Ouais. Voilà. Tu peux pas y aller quand t'es crevé dans le Seigneur des Anneaux. Tu peux pas t'y plonger dedans vraiment comme ça. Ouais. Sinon je sais pas, moi justement le chapitre de Tom Bombadil, c'est un chapitre vraiment très détendu et il y a pas besoin de se prendre la tête quand tu lis, hein, voilà. C'est vraiment un havre de paix coincé dans entre les Galgal et zut. Et la fuite des Nazgûl. Mais ils sont pas encore là. Le problème, c'est que Tom Bombadil, comme tu l'as dit, c'est limite reposant dans la lecture. Mais le problème, c'est qu'en fait, tout le début est assez reposant. Parce que, dans le premier chapitre, il se passe pas grand chose. Dans le second, on nous en dit quand même, enfin, on nous informe vraiment, du contexte, et un petit peu même de l'histoire avant, à la manière du Conseil d'Elrond, mais il se passe pas grand chose avant Tom Bombadil. Simplement peut-être le début du voyage et cette menace des Nazgûl, mais vraiment où ça commence à devenir palpitant. Parce que l'enjeu est encore bien inconnu et c'est ça. Et caché. L'enjeu est encore méconnu, oui. Abstrait. Pas méconnu parce que Gandalf il en a parlé quand même. Ouais, voilà, c'est flou. Assez bien dosé justement. On n'arrive pas à jauger la mesure, toute l'étendue de l'enjeu justement. Je pense que c'est surtout ça. Au début, on s'en rend vraiment compte justement de la mesure de l'enjeu. C'est pendant le Conseil d'Elrond. C'est ça, oui. Tu avais un dernier poème peut-être. Du coup, on était parti sur le poème qui présentait, qui a un peu l'origine, qui est un peu la base, le grand classique des Seigneurs des Anneaux que même sans avoir lu les livres, suffit de voir les films, on le connaît parce qu'il est dit dans les films. On connaît la 6e et la 7e strophe. Oui. Tout. Et dans les films, il est pas clairement cité. Hein. Enfin, oui, il y a pas tout. Il y a simplement Peter Jackson a rattrapé son erreur entre guillemets dans la bataille des 5 armées où Galadriel le récite dans sa grande partie. Mais le reste. Ah oui. Oui. Moi j'ai la partie vraiment d'introduction juste avant le premier chapitre. Attends. La première page du Galadriel apparaît dans la bataille des 5 armées. Bah oui. Dans le film La bataille des 5 armées, elle apparaît à Dol Guldur, mais dans le film, pas pendant la bataille. C'est pas dans le 2 ça? Non, c'est dans le 3. Non, c'est dans le 3. Tu sais quand elle porte le mannequin Gandalf et que ça fait super pas crédible. Ouais. Que tu vois bien que le mannequin Gandalf, c'est le mannequin Gandalf justement. Non. Franchement, allez regarder le making of, c'est convaincant. Après, c'est vrai que la façon dont elle c'est la façon dont elle le porte. Voilà. La mise en scène est pas forcément convaincante. Oui. Mais le mannequin. Le mannequin est très convaincant. Non, moi, je parlais vraiment, c'est que tu vois que c'est un mannequin dans sa façon de le porter. D'accord. Tu vois que c'est un truc raide. Sinon, le mannequin était super bien fait. Troublant. Justement, c'est ça qui était troublant parce qu'on avait l'impression de voir Gandalf. Oui. Non, je sais pas si c'est elle. Non, c'est le roi. Non, c'est Sauron. Non. Elle commence. Elle commence et c'est Sauron qui termine. Non, c'est Sauron qui commence et c'est elle qui finit. Et elle termine. Voilà. Oui, c'est ça. Mais il y a pas. Vous me saoulez, va falloir que je regarde sur internet. Bon, en fait, elle. Alors. Okay. En fait, elle fait toute la partie qu'on ne connaît pas en fait. Sur 3 ans. Attends. Je regarde, continue à meubler et puis. Non mais en fait, elle fait toute la partie qu'on a, enfin que les spectateurs n'ont pas entendu. En gros, elle fait toute la partie qu'elle a pas dit elle-même dans le premier Seigneur des Anneaux, parce que dans le premier Seigneur des Anneaux, la scène d'introduction en voix off, c'est Galadriel, et elle dit, donc, 3 anneaux pour les rois elfes, 7 pour les seigneurs nains, 9 pour les hommes, enfin voilà, grosso modo, elle dit ça, et 1 pour le Seigneur des Ténèbres.
et pas la fin. Ça. Et ensuite, là, Sauron reprend la partie qu'elle a déjà dite et elle termine dans le film. Mais bon, bref, c'est... Ah, attendez, je l'ai. Ouf! C'est Sauron qui le récite en noir parlé. Ouais. Et c'est Galadriel qui termine Au pays de sur... Mordor. D'ailleurs, il le récite pas en entier. Non. Elle termine sur Nine for mortal men doomed to die. Donc il récite seulement les 3 premières strophes. Oui, non, ça se passe que comme ça. Et elle parle de ça, c'est pour introduire les cavaliers. Enfin, les cavaliers noirs. Les Nazgûl. Merci. Bon, du coup, tu peux... Bon, j'y vais. Je le lis en français, ensuite tu le liras en anglais si tu l'as. Oui, je l'ai de toute façon. Bon. J'adore ce passage. Bah c'est bon, lis-le. Non mais j'aime bien faire du récit face. Bon bref. J'adore ce truc que j'ai pas encore lu, que je vais pas vous lire et que je vais encore prendre 4 ans à vous lire. Vas-y. 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur des ténèbres sur son trône, sur son sombre trône. Et merde, bon, je le refais. Je vous prends au montage. Non mais je veux pas me louper sur celui-ci en plus. Oui, Bon, tu pourras couper le montage. 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés au trépas, 1 pour le seigneur des ténèbres sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. 1 anneau pour les gouverner tous, 1 anneau pour les trouver, 1 anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Parfait. 3 rings for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lord in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne, in the land of Mordor where the shadows lie, 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them, in the land of Mordor where the shadows lie. Après, je peux le faire en noir parlé. Az-Naz Grimpatul. Non, ça va pas faire. C'était quoi ça? Laisse tomber, ça va partir trop loin là. Non mais après celui-ci. Az-Naz Rakatuluk. Quoi? C'est quoi, il le fait en noir parlé. Mais ça vient d'où ça? Mais t'es sérieux? Parce que lui, c'est il les l'a dans son instructions édition. sur l'anneau. C'est l'inscription sur l'anneau, ça, oui. Tu les as, tu les as appris? Il fut un moment, je les connaissais par cœur. Ah ouais? Oui. C'est Ajnaz Grimpatul, Ajnaz Thrakatuluk. Non, c'est Burzumishi Grimpatul. Attends, je vais le retrouver. Ajnaz. Ring. Black Speech. Je crois que je l'ai. C'est Ajnaj Durbatuluk, Ajnaj Gimpatul, Ajnaj Thrakatuluk, Asburzumihi Krimpatul. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them. Voilà, donc, ouais, j'avais juste des petits souvenirs, mais c'était ça. J'ai envie de faire ma pub, mais j'ai écrit un poème pour le Tolkien Reading Day, moi. Ah bah vas-y. Oui. Je voudrais bien vous le dire. Ah bah. Eh ben vas-y. Mais je l'avais partagé sur ma page Facebook, mais du coup, d'ailleurs, il est publié sur Tolkien Deal. Si vous voulez le lire, allez dans la section art sur Tolkien Deal. D'accord. Il y est. Attendez, je le trouve. Du coup, on abandonne le commentaire sur le poème de... Ah oui, non, le temps que je le retrouve, fait ça. Le poème de quoi? Non, je veux dire, on commente le truc, comme on a fait avec les autres. Oui, le temps que je le retrouve, on peut le commenter. Bah après, sincèrement, il y a pas grand chose à dire. Le commenter en soi, t'as pas grand chose à dire. C'est les fondements du Seigneur, enfin, c'est le fondement du Seigneur des Anneaux, tu veux. C'est les bases. Oui, ça lance les bases directement. Je veux dire, c'est très représentatif de... Ah, mais c'est un peu limite la prophétie de base. Si tu veux, la sorte de prophétie, Ouais, non, la prophétie, c'est mais la plutôt prophétie de l'anneau unique. Mais la prophétie de l'anneau unique, sa destinée. À quoi il sert, si tu veux. Bah, oui, à quoi il sert? Enfin, voilà. Ce serait plutôt même les origines.
Parce que la prophétie, ce serait plutôt le rêve que fait Boromir sur l'épée qui fut brisée à Imladris, elle réside. Oui. Oui, non, je vois. Lors du Conseil des Rondes. Mais voilà. Non, mais après, c'est vrai que sur celui-ci, de toute façon, il est tellement, c'est un extrait tellement connu. Oui. Mais il n'est pas connu dans son entièreté, hein, malheureusement. Ouais, voilà, mais malheureusement. Enfin, le début, les 4 premiers vers sont connus. Voilà. Non, c'est juste les 3 Non, c'est juste les vers 6 et 7 qui sont connus. Les premiers, c'est 6, 7, 8. Non. In the land of Mordor where the shadows lie, non. Non. Parce que, ouais, moi, mais dans mon édition, c'est 3, c'est sur 3 vers. Après, oui, ça dépend des éditions, après, je pense. D'accord, ouais, moi, ok. Mais, c'est juste que les 3 premiers vers sont évoqués dans le début du Seigneur des Anneaux, mais ils sont pas récités comme les vers 6 et 7, qui sont récités plusieurs fois. D'ailleurs, Gandalf parle en noir parlé au Conseil d'Elrond dans la version longue, si ça vous intéresse. Oui, et Elrond leur gueule. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai surtout retenu ça, mais voilà. Alors juste, Lucius, c'est quoi déjà le titre de ton poème? Je peux vous le passer, tac. Comme ça, vous pourrez suivre en même temps. Ouais, parce que je le cherchais justement déjà sur... Alors, mon poème s'appelle Elrond Peredel Muil. C'est de l'elfique. Ça veut dire Elrond, le semi-elfe triste. C'est parti. Loin des rivages s'éloigne son père, vivant d'amour d'un frère et de sa mère. Elros et lui, semi-elfe par nature, petit-fils d'humains, et d'elfes ils furent. S'élèvent pourtant chez lui dans les airs, aux Sirion, les affres de la guerre. Par pleurs et en cris, les flots prirent sa mère. C'est de pitié qu'il survit, lui et son frère. Les Valar firent mot, un choix imposé, du destin des elfes ou mortalité. Elros est humain, conduit à mourir. Elrond sera elfe, damné à mourir. La guerre fait rage et son père agit, car au lointain ciel, son Silmaril luit. Mais les flots cruels lui prirent encore, sa terre meurtrie, celle noyée qu'il déplore. De Gil-galad, il devient un héros, mais de son frère, il fleurit le tombeau. Tenté par Sauron, le seigneur des dons, aveugle à l'anneau et ses ambitions. Mais ce fut le dernier roi des Noldor, lui confiant l'anneau de saphir et d'or, qui périt face au monstre du pays noir, le laissant seul face à son désespoir. Dans son malheur lui vinrent 4 lueurs, en Imladris, le pays sans peur. Il devint père d'Elladan, El-Rohir, puis vint Arwen, une fille à chérir. Celebrian, sa femme, fut blessée, à ses soins de maître fut laissée, mais incapable de soigner le mal, la laisse quitter Foncombe et ses salles. Des paroles entendues au conseil, amassant des ombres qui éveillent, des armes et les anneaux sont en guerre, contre Barad-dûr, tour noir naguère. Repos de compagnie au grand destin, voyage devant lui, grand nombre de nains, l'héritier d'Isildur, sa fille aimant, et le don des Eldar abandonnant. Fatigués et dépassés par les hommes, les elfes et les porteurs des mythes en somme, s'en vont prendre le large au Havre Gris, dernier voyage, voyez, il sourit. Non, franchement, c'est... Voilà. Ouais. Non, franchement, il est beau. Moi perso, j'avais déjà lu, mais ça fait vraiment toujours le même effet. C'est magnifique. Non, mais il est... N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous trouvez de mon poème. Non, mais non, franchement, n'hésitez pas à nous donner votre avis, parce que c'est un poème inédit, du coup, et franchement, il est très bon. Ouais. Non, franchement, il est bon. Voilà. Et ça raconte bien, ça compte bien l'histoire d'Elrond. Et bien toute l'histoire. Et bien toute l'histoire, ça couvre tout. Et pas seulement dans le Seigneur des Anneaux, ni... Oui, non, vraiment tout, du premier âge, donc, de ses origines, jusqu'à son départ de la Terre du Milieu pour retourner en Valinor. Ouais. Pour pouvoir aller en Valinor. Et pourquoi Elrond?
petite question. Je sais pas, parce que je trouve que c'est un des personnages les plus tristes de la Terre du Milieu et on s'en rend pas forcément compte en fait. Parce que il voit vraiment passer tous les malheurs du monde. Son père part en mer, sa mère il la revoit plus. Son frère choisit de devenir humain, donc il lui survit, donc il se retrouve tout seul. Sa femme est blessée, elle quitte la Terre du Milieu. Sa fille devient devient humaine, mais choisit la mortalité. Celui dont il est heureux, c'est-à-dire celui dont Gil-galad, il meurt aussi, et devant lui, il lui confie son fardeau à lui. Et celui qu'il a élevé comme un fils, Aragorn, il se marie à Arwen. Enfin, je trouve que il a une vie tout à fait triste. Et ses deux fils, Eladan et Elrohir, je me souviens plus. Ils partent vers Valinor ou ils restent, je crois que ce sont les tout derniers elfes qui quitté la Terre du Milieu, mais ils partent vers Valinor. D'accord, ok. Donc ces deux fils le rejoignent après le temps des... Après qu'ils soient partis, ouais. Ouais, voilà. Okay. Quand t'arrives l'âge des hommes. Ah, oui, voilà. Après la mort d'Aragorn. Oui. Ok. Mais voilà, c'était ma contribution au Tolkien et l'idée. C'est puis une belle contribution. Ouais, et en plus il est quand même assez imposant. Ça t'a pris combien de temps? Je sais pas, mais ça fait longtemps que je fais de la poésie et disons que j'aime bien m'étendre en détail en fait. Ouais. Bah ça se remarque. J'aime beaucoup tout ce qui est évocateur, tout ce qui est détail. Ouais. C'est pour ça que les défauts des films du Hobbit, c'est de rajouter beaucoup de background pour pas grand chose. C'est ça, ouais. Mais moi j'adore le background, j'adore tout ce qui est évoqué, donc c'est mon péché mignon en fait. Dans les films. C'est pareil, moi dans les films, c'est pour ça que j'ai quand même adoré la trilogie, justement pour ces petites touches là. Bref. Et non, franchement, ouais, ton poème, il est beau, quoi. Voilà, c'est bien, déjà c'est une vraie poésie, c'est rythmé, c'est très structuré, oui. Ouais, c'est super bien structuré. On voit qu'il y a du travail. Il y a sur les sonorités, vraiment... sur le rythme, c'est. Non, puis qu'il y a l'idée derrière, il y a quand même non, il y a le talent derrière quand même. Ah là là, je sais, mais quel homme talentueux je suis. Mais je retire ce que je viens de dire. Et moi aussi, je me souviens que il y a 2 ou 3 ans, bien avant que je commence ma chaîne, j'avais fait des petits poèmes, pas des comme ça, mais des poèmes qui surtout sur les nains, vous allez me dire, mais je reprenais, je m'en souviens d'un où j'avais repris en fait la chanson des nains, du moins le début, au-delà des montagnes embrumées, voilà. Et j'avais en fait j'avais pris les 2 premiers vers et j'avais étiré pour former un tout sur la. Mais tu sais qu'il existe une version longue de ça. Une version longue. Oui, enfin c'est basé sur un poème qu'il y a dans le 8. Ah bon? Ouais. Ah bah je sais pas si je peux te le retrouver là, mais moi je peux le retrouver, mais j'ai du mal lire comme à mes habitudes. La traduction n'est pas la même. Oui, alors je l'ai. C'est moi aussi. Loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes, il nous faut aller avant le lever du jour, en quête de l'or pâle et enchanté. Les nains de jadis jetaient de puissants charmes quand les marteaux tombaient comme des cloches sonnantes, en des lieux profonds où dorment les choses ténébreuses, dans les salles caverneuses sous les montagnes. Pour un antique roi et un seigneur lutin, là, mains amas dorés et miroitants, ils façonnent et forgèrent, et la lumière ils attrapèrent, pour la cacher dans les gemmes sur la garde de l'épée. Sur des collines d'argent, ils enfilèrent, les étoiles en fleurs sur des couronnes ils accrochèrent, le feu dragon, en fil torsadé ils maillèrent, la lumière de la lune et du soleil. Loin, au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes, il nous faut aller avant le lever du jour pour réclamer notre or longtemps oublié. Bon, je vais pas tout le faire parce qu'il est encore long.
Mais tu... voilà. Tu veux que je passe la première partie dans la nouvelle traduction? Ouais, jusqu'à pour réclamer notre or longtemps oublié. Par mon brumeux, cime glacée, jusqu'aux cavernes du passé, pour trouver l'or avant l'aurore, il faut partir sans renoncer. Nombreux les sorts des nains d'antan, les coups de leurs marteaux sonnant, là où se terraient, dans la pierre, merveilles et monstres dormants. Pour seigneurs elfes et rois âgés, maints trésors ils ont façonnés, et la lumière ils capturèrent, dans les joyaux, sur leurs épées. Ils firent des colliers d'argent, des couronnes d'un feu brûlant. Ils imprégnèrent, marièrent, l'éclat des astres, jaunes et blancs. Par monts brumeux, cimes glacées, jusqu'aux cavernes du passé, partons alors, avant l'aurore, pour retrouver l'or enchanté. Dans leur vaste palais du Nord, résonnèrent les harpes d'or, et fort longtemps, de nombreux chants, jamais entendus au dehors. Voilà, il reste 4 strophes, mais voilà. Ouais, c'est un peu plus long. Non, c'est pour voir l'idée, ouais. Donc, en fait, j'avais tilté, mais c'est vrai que c'est quand même assez différent de ce qu'il y a dans les films. Après, la version des films est étudiée pour que ce soit musical. Oui, voilà. Oui. Tolkien l'a étudié comme poème. Il n'a pas forcément réfléchi à une mélodie, une certaine musicalité. Une mélodie. Et il me semble, par exemple, que quand il cherche des mélodies, je pense notamment à Namarié, le chant de Galadriel. Mm-hmm. On peut trouver sur en Quenya, on peut trouver sur YouTube Tolkien justement qui chante Namarié. Ah oui. Comme Tolkien, c'est très très grégorien. Je trouve ça très très grégorien et c'est mon avis, c'est tout à fait chiant. Oui, Tolkien, je lui fais entièrement confiance sur la poésie, etc. Sur l'écriture. Mais alors la musique, pour le peu que j'en ai entendu, c'est chiant comme la pluie. C'est vrai que, en fait, il le chante pas vraiment. Enfin, il le prononce en fait, comme un discours. Comme du grégorien. C'est. Amen. D'accord. Ah, c'est beau les études de chant. Ouais, c'est quoi. Non, vraiment. Alors, vous pourrez essayer de le trouver. Ça s'appelle Namarié. Avec des trémas sur le E. Donc, Namari E avec des trémas. Ok. Et ça peut se trouver facilement sur YouTube. Vous verrez ce que je vais dire. Et ça se trouve vous aimerez et puis vous reviendrez me dire mais en fait t'es un sale con, tu comprends rien à la musique, tu comprends rien voilà. C'est subjectif. C'est mon avis hein, c'est le seul moment où j'ai entendu Tolkien chanter un chant qu'il a conçu. Voilà. Moi j'avais entendu le chant de Durin, il me semble. Ah bon? Ouais. Et où en fait il était en train de filmer, en train de le chanter. Ou alors je me gourre complètement. Mais moi j'en ai le souvenir. Mais il le chantait, il le chantait pas vraiment. En fait, il faisait ça plus comme un discours en fait. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu refroidi, parce que je m'attendais en fait à avoir une sorte de mélodie, mais j'ai pas retrouvé ça en fait. Du coup, voilà. Après c'est un poème. Oui. Il faut, ouais. Parce qu'après, ce qui est quand même assez difficile à différencier, c'est les poèmes des chansons. Ah, et lui, il a surtout travaillé sur des poèmes. Hein. Après, c'est à nous de les réadapter en chansons. Pour les besoins des films, pour les... Ouais. Lui, il a surtout travaillé sous forme de poèmes, si tu veux. Voilà. Oui, enfin, il y a des chansons, hein, par exemple, dans le Hobbit, il y a des moments où il y a des paroles, c'est tralali lala. Oui, voilà, c'est pour imiter les sons avec les notes qu'il fait, quoi, mais sans... Enfin... Voilà, donc après le Hobbit c'est enfantin, c'était destiné à ses enfants. Ça tient vraiment au lecteur de s'imaginer. Oui, ça, la mélodie. C'est pour ça que c'est une expérience personnelle. Voilà. C'est à nous en fait d'interpréter ces textes en fait. D'ailleurs, dans le Hobbit, vu que je suis en train de le relire et en version dans la nouvelle traduction, j'ai remarqué qu'en fait, on a beaucoup de chants qui manquent en fait. Enfin, pas vraiment qui manquent, mais que Tolkien dit et les nains chantèrent pendant toute la nuit. Et en fait, on n'a pas ces chants en fait. Du coup, en fait, on a accès qu'à une toute petite partie
des chants et des poésies du Hobbit en fait. Du coup, ça c'est l'histoire complète de la Terre du Milieu. On a accès qu'à une toute petite partie. C'est vrai aussi. Il y en a tellement.